J'avais, il y a déjà une vingtaine d'années, écrit un livre qui s'appelait Le contrat naturel, où j'avais dit que les solutions concernant les problèmes de l'environnement étaient surtout des solutions de droit. Et dans un second livre que j'avais présenté l'année dernière ici même avec Charles, qui s'appelait Le malpropre, j'avais dit que la question de droit était une question du droit de propriété. Et que polluer, ça posait la question du droit de propriété. Et ceci est plutôt le troisième livre sur les mêmes problèmes, où je me pose une question concernant le contrat naturel que j'avais déjà écrit il y a 20 ans. Pourquoi ? Parce que le contrat en question était une sorte de traité de paix ou une sorte de pacte. On dit d'ailleurs aujourd'hui pacte écologique, ce qui est exactement la même signification que le contrat naturel. Mais s'il y a un pacte, alors c'est qu'il y avait une guerre, puisque pacte veut dire traité de paix. Et je me suis posé la question de savoir si notre rapport au monde, dans nos actions, dans nos entreprises, dans nos industries, peut-être même dans l'agriculture, était une question de stratégie, et de stratégie, disons, guerrière. Et donc, j'avais dans l'esprit que les questions de droit, là, étaient une question de droit international et qui touchait beaucoup les problèmes de rapports de conflit. Jusqu'à maintenant, je ne vous ai parlé que de questions concernant l'environnement. Mais comme il s'agissait de guerre, tout d'un coup, c'était pour moi un livre très personnel. Et Charles, je t'assure que pour moi, ça a été un livre très important. Pourquoi ? Parce que mon père était un rescapé de la boucherie de Verdun. Ma mère avait beaucoup de chance de se marier parce que toutes les amies de son collège avaient été fiancées avec des gens qui sont morts à la guerre. Mes premiers souvenirs, puisque je suis né non loin de la frontière des Pyrénées, étaient les récits que faisaient de la guerre civile espagnole, aussi bien les Blancs que les Rouges, qui parlaient d'atrocités qui se passaient dans leur pays. Dès la fin de cette guerre, la guerre de 1939 est arrivée. Et je me souviens très bien que la première nuit blanche que j'ai passée, c'était pour aider les réfugiés qui venaient des Flandres, qui venaient du Nord, qui venaient de l'Est ou de la Belgique, à trouver un logement, à être habillés, à être retirés de leur misère. Puis il y a eu la Grande Guerre, bien entendu. Puis la Libération, qui n'a pas été non plus un lit de roses. Et puis, au fond, la Shoah, Hiroshima, Nagasaki, le bombardement de Dresde. Et dès lors que j'ai été obligé de partir sous l'uniforme, ça a été la guerre d'Algérie. Et avec la marine, où j'étais à cette époque, j'ai contribué à la guerre franco-égyptienne, franco-anglo-égyptienne. Et c'est moi, avec mon bateau, qui ai réouvert le canal de Suez. Mais les gens de mon âge, pour eux, c'était entre, disons, leur naissance et l'âge de 25, 26 ans, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, tout le temps la guerre. Et ce pourquoi je vous raconte ça, c'est pas simplement pour vous livrer des souvenirs personnels, ce qui serait à la rigueur impudique, c'était pour dire qu'il s'est passé à partir de là un événement dont nous n'avons peut-être pas conscience de la nouveauté. Et cette nouveauté est très simple, ça consiste à dire que depuis 65 ans, l'Europe occidentale est en paix. Et que par conséquent, la plupart d'entre vous, plus jeunes que moi, la plupart de mes étudiants, la plupart de mes collègues, mes enfants même, mes petits-enfants évidemment, ont joui d'une période où la guerre n'était pas du tout sur leur sol. Et cela fait curieusement une coupure étrange entre les gens qui ont connu la guerre et les gens qui n'ont connu que la paix. Et j'ai une question à vous poser, à vous qui n'avez pas connu la guerre. Est-ce que le matin, en vous levant, en allant au petit déjeuner, à votre travail, au bureau, en traversant la rue du Siam, est-ce que vous avez souvent posé la question « Ah, je vis en paix ». Vous n'avez jamais posé cette question. Pourquoi ? Parce que la paix, c'est l'oubli de la paix. Et cette conscience est très aiguë chez moi. Pourquoi ? Parce que la guerre, c'est la mémoire, et la paix, c'est l'oubli. La guerre, c'est la mémoire, et la paix, c'est l'oubli. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui a connu la guerre, tout ça, eh bien finalement, ses mollets, ses genoux, ses cuisses, son thorax, sa tête, c'est un corps de guerre. Deuxièmement, avez-vous conscience également que les gens qui nous gouvernent aujourd'hui
qu'il s'agisse de Bush ou d'Obama aux États-Unis, de Tony Blair en Angleterre, d'Angela Merkel en Allemagne ou de notre président actuel, avez-vous conscience que ce sont des gens qui n'ont jamais connu la guerre? Nous sommes gouvernés par des gens qui n'ont jamais connu la guerre. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire occidentale depuis des centaines et des centaines d'années. Il n'y avait pas d'exemple de chef de gouvernement qui n'ait pas connu la guerre, qui n'ait pas à un moment été forcé d'être chef de guerre. Et donc j'ai été amené à réfléchir sur ce que c'était que la guerre, comment on pouvait la définir, etc. Et j'ai de nouveau retrouvé les problèmes de droit dont je parlais tout à l'heure à propos du contrat naturel, à propos du malpropre, etc. Et retrouvant les problèmes de droit, j'ai été forcé de définir la guerre comme une institution de droit, évidemment, puisque la guerre est déclarée. Déclarée, claré, ça veut dire clair, clairon, clair au point de vue de la vue et clair au point de vue de l'oreille. C'est-à-dire, il est évident que je peux reconnaître la nuit. Donc, c'est une affaire de décision juridique, on déclare la guerre, et c'est une institution de droit, tout simplement parce que, à la fin de la guerre, c'est sanctionné par une signature d'armistice et un traité de paix, qui sont évidemment de type juridique. Donc, on définit la guerre tout simplement comme une institution de droit. Et s'il n'y a pas de droit, ça s'appelle le terrorisme. Le terrorisme est effectivement le même type de violence, mais sans droit. Du coup, le droit limite les effets de la violence. Et j'ai dédicacé mon livre à mes amis de la Royale. Pourquoi? Parce que j'étais de l'école navale, et j'avais démissionné de l'école navale, ça aussi c'est un peu personnel, pour justement éviter les questions de violence. Et j'étais persuadé jusqu'à un certain âge que la guerre, c'était la violence pure. D'ailleurs, beaucoup de philosophes la définissent comme telle, la guerre de tous contre tous. Mais ils se trompent. C'est-à-dire que la guerre, étant donné qu'elle est encadrée par des principes de droit, qu'il y a un droit des gens, qu'il y a la liberté plus ou moins grande de chaque État, à un moment, de dire on fera un cessez-le-feu, vous voyez, il y a un accord préalable entre les adversaires. Les belligérants sont au fond d'accord. Et cet accord de droit entre les belligérants limite la violence. Mais dès lors qu'on fait sauter les principes de droit, alors nous sommes en présence du terrorisme. Et la plupart des guerres qu'on appelle guerres dans les médias aujourd'hui ne sont pas des guerres parce qu'il n'y a pas précisément l'encadrement par le droit. L'encadrement par un droit international ou un droit plus ou moins écrit ou décidé comme tel. Et j'ai analysé à ce propos des textes qui sont à la fois dans la Bible, mais aussi dans d'autres cultures que la nôtre, où le problème de la montée de la violence arrive à son maximum tel que ça éradique l'espèce humaine. Et c'est ça la signification profonde du déluge dans la Bible. C'est-à-dire la violence est telle qu'il n'y a plus personne que un survivant flottant sur les eaux avec son arche. Vous voyez ? Et la preuve que c'est vrai, c'est que la colombe qui porte le brin de laurier ou l'arc-en-ciel qui signifie la paix. Et si à la fin ça signifie la paix, c'est que pendant le temps c'était la guerre. Donc l'espèce humaine a toujours plus ou moins eu conscience qu'elle risquait par sa propre violence de s'éradiquer elle-même comme espèce. Vous vous souvenez peut-être, je crois, de ce roman extraordinaire d'Agatha Christie qui s'appelle Les 10 petits nègres. Les 10 petits nègres, c'est très très astucieux parce que Agatha Christie prend l'île comme modèle réduit du monde. Elle y met 10 personnes qui est le modèle réduit de l'humanité. Et cette île est entièrement coupée de l'extérieur par un orage. Qu'est-ce qui se passe dans cette île? C'est que les 10 s'entretuent jusqu'au dernier. Et c'est exactement la même leçon. Et lorsque l'orage se termine et qu'on peut avoir accès à l'île, on s'aperçoit qu'il n'y a plus personne. Ce qui a dû arriver probablement. Ce qui a dû arriver dans notre passé assez fréquemment. Mais le vrai sujet, c'était celui que j'annonçais en commençant, c'est précisément le fait que nous sommes en guerre contre le monde. Alors, le mot « guerre mondiale », qui est le titre de mon livre, signifie, pour la plupart d'entre vous, ou la guerre de 14 ou la guerre de 39-45, qui sont les deux guerres dites mondiales. Mais je crois que ceux qui sont un peu spécialistes de langue trouvent que l'adjectif mondial est assez mal utilisé dans ce cas-là.
Autrefois, lorsqu'on disait les guerres médiques ou on disait les guerres puniques, etc., ça voulait dire les guerres qui sont engagées contre les Mèdes, les guerres qui sont engagées contre Carthage, etc. Donc l'adjectif signifie l'adversaire. Eh bien, c'est vrai, c'est que dans l'expression que j'ai moi-même utilisée, guerre mondiale, ça veut dire la guerre que nous faisons contre le monde, la guerre que nous entreprenons contre le monde. Et c'est là que je retrouve les problèmes, évidemment, de pollution, les problèmes d'environnement, les problèmes que vous connaissez tous, réchauffement de la planète, etc. Et ce matin, précisément, avec Charles, je suis allé à l'ancienne école navale, là, et je tremblais de tous mes membres parce que j'avais envie de dire aux officiers de marine, aux amiraux qui étaient là, aux capitaines de vaisseau qui étaient mes anciens camarades et les jeunes gens qui étaient là comme école de Mestrance, etc., de leur dire tout simplement votre ancienne mission consistait à défendre la nation à la mer. Et c'est ça la mission de la marine, la mission de toutes les marines du monde. Et je leur disais, oui, mais faites attention. Alors je recommence. Faites attention, nous sommes en paix depuis 65 ans. Désignez-moi votre ennemi virtuel. Vous ne pouvez plus désigner votre ennemi virtuel. Vous ne pouvez même pas désigner à longue distance quel pourrait être votre ennemi sous, disons, 50 ans. Et le plus souvent, lorsque vous faites la guerre, vous, non seulement dans la marine, mais dans l'armée de terre, souvent votre mission est de consister non pas à faire la guerre, mais d'empêcher les autres de la faire. Et c'est ce qui arrive en Afghanistan, c'est ce qui arrive en Afrique, etc. Le plus souvent, lorsqu'on envoie des troupes, c'est pour empêcher les gens de faire la guerre. Par conséquent, il y a tout d'un coup une sorte de transformation complète de la mission des armées. Et je leur disais, alors maintenant, alors c'est là que je tremblais, je disais, votre ancienne mission était de défendre la nation à la mer, mais maintenant je crains fort que votre mission soit de défendre la mer. On s'aperçoit que même le concept de guerre est en train de changer fondamentalement. Et qu'aujourd'hui, il faudrait imaginer quel serait le droit. Et nous y sommes. Je reprends les résultats qui m'avaient amené à parler de la guerre au sens classique entre les hommes, de reprendre ces questions de droit et de les réappliquer dans la nouvelle stratégie ou la nouvelle guerre. Vous voyez ? Quel est le droit qui serait là pour qu'on puisse faire la paix avec les nouveaux adversaires, avec la nouvelle guerre ? Vous voyez ? Et j'ai été amené à dire... et de dire aux marins, parce que c'est quand même encore eux qui sont concernés par la métaphore ou par l'image, souvenez-vous, il y a quelques dizaines d'années, non pas tant que ça, à peine 20-25 ans, nous avons vu pour la première fois sur nos écrans une image parfaite de notre Terre, de notre planète. On ne l'avait pas vue avant. Avant, on voyait l'horizon, on voyait quelques photos aériennes d'un certain territoire, mais on n'avait pas eu une vue extérieure et globale de notre planète. Et en voyant notre planète, on s'est dit, mais c'est là que nous habitons. Et nous revenait à l'esprit la citation de philosophe Blaise Pascal qui disait « Nous sommes embarqués ». Mais il ne savait pas à quel point il avait raison. Parce qu'à cette époque-là, on ne voyait pas le bateau sur lequel on était embarqué. Maintenant, nous le voyons. Nous voyons que c'est un bateau fini et qu'on ne pourra jamais le quitter. On le quitte pour quelques missions, mais à peine dans la banlieue. Vous voyez, on ne le quittera pas, sauf l'approche banlieue. Et par conséquent, dès le moment où on a pris conscience qu'on était les marins de ce bateau, l'équipage de ce bateau, alors on peut filer la métaphore et dire, mais voyons, nous assistons aujourd'hui à des guerres tribales, communautaires, internationales, tout ce que vous voudrez. Ça veut dire que les marins de bâbord sont contre les marins de tribord, que les marins de la proue sont contre les marins de l'arrière, ou que les marins de la passerelle sont contre les marins des machines. Oui, mais tout d'un coup, il y a une voie d'eau dans le bateau. Mais s'il y a une voie d'eau dans le bateau, que va-t-il se passer? Est-ce que nous allons continuer à faire la guerre ensemble? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire tout d'un coup de cesser nos conflits intérieurs pour nous retourner et réparer la voie d'eau en question? Est-ce qu'on peut faire le pari que
plus on sera en danger concernant la planète, plus on aura conscience de ce danger-là, est-ce qu'on n'aura pas tout d'un coup une décision concernant la paix? Et là-dessus, j'ai essayé de forger un concept un peu plus raffiné et de dire la chose suivante. Dans un livre relativement connu des philosophes, un philosophe allemand qui s'appelle Hegel a décrit avec beaucoup de talent et beaucoup d'émotion un conflit qu'il appelle la lutte du maître contre l'esclave. Et il décrit comment le maître se bat contre l'esclave, et il le décrit de façon très raffinée, très sophistiquée, et il décrit qui va gagner à la fin, et il décrète que l'esclave va devenir le maître du maître, comme on dit. Mais cette description a un défaut majeur, un défaut fondamental, c'est que Hegel ne dit pas où, à quel endroit a lieu cette bagarre. Il ne dit pas si c'est dans une plaine, sur le rivage de la mer, il ne dit pas si c'est dans un ring de sumo, ou si c'est dans une ville ou dans une place. Or, un peintre espagnol, Goya, a donné de ce conflit une image beaucoup plus raffinée que celle du philosophe. Dans un tableau relativement célèbre, Goya représente deux hommes en train de se battre. Ils sont torse nus, ils sont chacun doués d'une force de gourdin, et ils s'envoient des coups vraiment dangereux. Et Goya... Attendez, quand il y a un conflit comme ça, on est intéressé par ce conflit, n'est-ce pas? On est intéressé par qui va gagner Israël, Gaza, qui va gagner en Afghanistan, qui va gagner en Afrique, qui va gagner... On est toujours suspendu à la fin de ce conflit. Qui va l'emporter l'un sur l'autre? Je commence mon livre par une petite histoire comme ça, qui se passe dans un bistrot, que j'appelle l'Ancre de Miséricorde en souvenir de la rue de Siam. Et dans ce bistrot, il y a des matelots qui sont les uns... des matelots britanniques qui viennent de débarquer là, non loin d'ici, sur la Pinfeld, d'un porte-avions britannique, et d'autres, des sous-marins russes, n'importe quoi. Et bien entendu, ils sont là en train de boire leur bière, etc. Et le premier commence à caresser de trop près le pompon du second, il commence à se donner quelques gifles, etc. La bagarre commence, et bien entendu, le second... Le copain du premier commence à lui porter secours, mais ils sont 2 contre 1. Alors, dans l'autre camp, c'est 2 qui viennent, etc. Puis 3, puis 4, puis 5, évidemment. La bagarre commence et on sait très bien, décrire la croissance de la violence. On ne sait pas arriver à la décrue dont parle Charles. On ne sait pas. Et je raconte dans le livre que moi présent, mais c'est parfaitement imaginaire, que moi présent, j'ai pris avec une caméra la scène qui se passe dans le bistrot, c'est-à-dire la croissance de la violence, où 2 se battent, puis 3, puis 5, puis 10, puis 20, puis tout le monde. La bagarre, comme on dit dans les journaux, devint générale. Et je prends ça en film, et je veux le faire voir à des copains, je me trompe dans le truc, et puis je fais voir... Et je fais le film à l'envers. Et dans le film à l'envers, c'est extraordinaire. C'est que tout le monde se bat contre tout le monde. Et puis tout d'un coup, il y en a un qui se détache, puis 2 qui se détachent, qui se mettent à s'asseoir. Et ça se fait à l'envers. Et en se faisant à l'envers, on observe tout d'un coup quelque chose de très fondamental. C'est que si on projette le film à l'envers, on s'aperçoit que ceux qui quittent la bagarre regardent les autres se battre. C'est-à-dire que ça devient du spectacle. Nous y sommes. Vous voyez? C'est-à-dire que ça devient de la représentation. Et tout le monde est passionné par le fait qu'effectivement, un certain nombre se battent. Si, par exemple, il y avait 2 personnes qui se battaient dans la salle à côté, vous ne m'écouteriez plus, vous précipiteriez pour voir ça. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on vous présente à la télévision tous les jours? C'est ces bagarres-là. Vous voyez? Donc c'est l'essence même du spectacle. Et prenez conscience que la drogue fondamentale qu'on vous oblige à absorber aujourd'hui, c'est qui va gagner. Or, mesdames, messieurs, je vous annonce qu'il n'y a plus de jeux à 2. Ces jeux ne sont plus que des spectacles.
Parce que le véritable enjeu aujourd'hui, c'est un jeu à trois. Et c'est Goya qui a raison et c'est pas Hegel. C'est-à-dire, qui va gagner? Oh, c'est très simple, c'est les sables mouvants. Parce que les deux adversaires dans le tableau de Goya, Goya a le génie de les mettre tous les deux dans des sables mouvants. Et à chaque coup qu'ils se donnent, ils s'enfoncent dans les sables mouvants. Et par conséquent, qui va gagner? Réponse, ni l'un ni l'autre. Même si nous gagnons sur la planète, c'est quand même la planète qui va gagner. Et par conséquent, vous vous rappelez tout à l'heure que quand je parlais de la guerre comme jeu à deux, c'est-à-dire l'adverse, le fait qu'il y ait un conflit entre des hommes, je me disais que l'augmentation de la violence pouvait arriver à l'éradication de l'espèce. Vous entendez? Mais c'est le même résultat dans le jeu à trois. C'est-à-dire, vous pouvez vous battre les uns contre les autres, de toute façon, c'est la planète qui va gagner. Et elle va gagner contre l'espèce. Et c'est le même résultat. Et par conséquent, en revenant en arrière, on se dit, voyons, quel droit sera important pour essayer de faire la paix en question? Et je réponds simplement, par la même métaphore, dès le moment où le vaisseau est en danger de couler, alors c'est bien le moment où les adversaires doivent se réconcilier d'une certaine manière ou se mettre ensemble pour réparer les avaries dans le bateau. Il faut donc faire la paix avec le monde pour aboutir à la paix entre nous. Voilà, c'est ça, au fond, la conclusion de mon livre, qui est évidemment une utopie parfaite, une utopie considérable de dire « Ah, encore un philosophe qui rêve d'une paix perpétuelle. » Mais oui, c'est-à-dire nous sommes obligés, on est tenus par la nécessité d'aboutir à quelque chose qui pourrait ressembler à la paix perpétuelle. Alors évidemment, c'est de nouveau une utopie de rêve, mais je voudrais finir en vous disant que je ne connais pas de progrès historique considérable qui n'ait pas été préparé par une utopie de ce genre. Je crois, les véritables progrès historiques sont finalement précédés par des utopies en question. Voilà, en gros, la présentation de mon livre. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous ne savons pas comment on pourrait, en effet, arrêter le système qui est en train de faire la bataille contre le monde. La seule manière d'arrêter la chose, c'est que chacun d'entre nous ait de plus en plus conscience du danger que nous courons. Je n'ai que cette réponse à la question, tu vois. Parce que qu'est-ce qui s'est passé pour les guerres avec le déluge, etc., les guerres entre nous? C'est que le droit a suivi cette conscience-là. Tu vois? Alors, je peux l'expliquer. Et je l'explique, pardonnez-moi, en décrivant ce qui se passe dans une tragédie de Corneille qui s'appelle Horace. Corneille, après Tite-Live, raconte une histoire de guerre. Alors, Rome fait la guerre à Albe. Et c'est deux petites villes. Et il est entendu que tout le monde se bat contre tout le monde, exactement comme dans le bistrot. Et puis à un moment, dont ne parle ni Tite-Live ni Corneille, à un moment, les deux rois disent on va faire que se battent nos armées. Mais qu'est-ce que c'est l'armée? Mais l'armée, c'est ça. C'est le fait qu'on dise oh non, pas les femmes, pas les femmes enceintes, non, non, pas les enfants, non, pas les vieillards, non. Vous voyez, c'est-à-dire, on voit très bien comment ça recule. C'est-à-dire que l'armée, c'est la décision que seul une sous-ensemble de la ville va se battre contre un sous-ensemble de l'autre. Et la preuve que j'ai raison, c'est que quand les deux armées sont face à face, les deux rois se disent c'est quand même idiot que des jeunes gens qui pourraient travailler, qui pourraient labourer la terre, qui pourraient baiser leur petite amie et faire des enfants, se battent et meurent. Non, on va s'arrêter, on va en prendre trois d'un côté, trois de l'autre. Les trois Horaces et les trois Curiaces. Tu vois, il y a un recul sans arrêt. Alors, je crois que toute la question de la violence, c'est comment reculer. C'est ça la question. Et je crois que le droit, là, qui a été pour la guerre, au sens classique, la solution à la croissance de la violence, peut être aussi la solution dans ce cas-là. C'est-à-dire, quel type de droit faut-il instaurer pour limiter cette affaire-là? Voilà. Et c'est pour ça que, depuis toujours, j'ai été favorable à des questions juridiques pour traiter de ces questions, c'est-à-dire le contrat naturel, le malpropre et ça. C'est parce que je crois que le droit est la seule solution. Il y a quelques années, je me trouvais à Paris et j'ai reçu une lettre de la
mais c'est une femme, la mairesse de Valence en Espagne. Et la mairesse de Valence était un peu embêtée parce que sa ville venait d'être nommée ville culturelle de l'Europe. Tu connais ça, Marseille est en ce moment nommée. Bientôt. Ils ont encore des efforts à faire. Ah bon. Et elle se demandait quoi faire. Quoi faire à Valence pour... et elle me demandait une expertise là-dessus. Je suis allé à Valence et je lui ai dit la chose suivante qui me paraît absolument passionnante. Voilà. Du temps des Romains, la huerta de Valence, vous savez, la huerta, ça veut dire le jardin en espagnol, et c'est la plaine autour de Valence qui est vraiment extrêmement fertile, parce qu'il y a de la très bonne terre, et les paysans alentour de Valence, dans la huerta de Valencia, depuis le temps des Romains, avaient des canaux d'irrigation extrêmement bien placés pour irriguer les terres qui sont un peu sèches dans ces pays-là. Et comme il y avait évidemment des conflits dans la distribution de l'eau dans la huerta de Valence, ils avaient inventé dès l'époque romaine, tenez-vous bien, un tribunal de l'eau. Et ce tribunal siégeait quasi en permanence à l'ombre des temples de la religion romaine. Et lorsque la cathédrale de Valence a été construite, le tribunal de l'eau continuait à fonctionner à l'ombre de la cathédrale. Et d'une certaine manière, il était toujours plus ou moins là, au moins dans le souvenir des gens. Et j'ai dit à la mairesse de Valence, votre tribunal de l'eau, vous devriez l'ériger en tribunal mondial de l'eau. Car vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des conflits recouvrent un accès aux sources, un accès aux fleuves, un accès à l'eau. Je crois que c'est 6 sur 10 des conflits, ce qui est gigantesque. Et par conséquent, il y aurait un tribunal de l'eau, il y aurait en modèle réduit ce que je dis dans la guerre mondiale. Tu vois, on se bat, mais c'est l'eau qui est en question, et c'est un tribunal qui pourrait être... et je me demande si aujourd'hui on ne pourrait pas instaurer un tribunal, que je sache, on a instauré un tribunal beaucoup plus difficile à mettre en place, dès lors qu'un tribunal à La Haye est aujourd'hui investi du pouvoir de pouvoir juger des chefs d'État pour crimes de guerre. Milosevic. C'est beaucoup plus difficile à faire, à avoir un accord mondial là-dessus, que de faire un tribunal, non pas des crimes contre l'humanité, mais de crimes contre la planète. Vous voyez, un tribunal, simplement. Vous voyez. Alors, ça serait une institution de droit qui pourrait amorcer la limitation en question. Et j'avais dans le livre précédent que j'ai présenté ici il y a 1 an, qui s'appelait Le malpropre, consistait à dire que la pollution, c'était l'appropriation. Enfin, peut-être vous lirez le livre, vous verrez ce que je veux dire par là. Et effectivement, j'avais conclu en disant, l'inverse du malpropre, c'est le bien commun. Et toute la question est de savoir comment on gère le bien commun. Ça, c'est pas commode non plus. Parce que très souvent, le bien commun est maltraité. Parce qu'il n'y a pas propriété. Vous savez que depuis déjà 30 ou 40 ans, la Chine, qui est elle-même en proie à une augmentation démographique telle qu'elle ne peut plus supporter le poids du nombre de ses habitants, a obligé les ménages à n'avoir qu'un enfant. Vous vous rappelez de ça? Et par conséquent, là, il n'y a pas de tribunal, il y avait simplement une décision gouvernementale, tout simplement. Mais tout le problème n'est peut-être... Il est là, mais il n'est peut-être pas complètement là. C'est-à-dire, nous ne savons pas vraiment évaluer dans quelles conditions et jusqu'à quelle limite on peut croître démographiquement. On ne sait pas. On ne sait pas vraiment. D'autant plus qu'on ne sait pas partager l'accès aux richesses. Oui. Donc c'est une contrainte majeure, mais elle n'est peut-être pas essentielle. Mais quand même, elle est vraiment très lourde, très 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 lourde. C'est très simple, madame. Lorsque je suis né, il est vrai que c'était proche du paléolithique, bien sûr. Lorsque je suis né, on était à peine 1 milliard d'habitants sur la planète. Et c'est quand même de nouveau la première fois dans l'histoire humaine qu'au cours d'une seule vie humaine, le nombre des habitants sur la planète soit passé de 1 milliard à 6 milliards et demi. En une vie humaine. C'est quand même une croissance tellement verticale qu'elle est unique dans l'histoire humaine. Et d'ailleurs, on est seulement au balbutiement des études concernant la démographie et l'importance que ça a dans l'histoire. J'ai découvert, vous le découvrirez si vous tapez sur Internet, c'est quelque chose de très connu, qu'au moment du début de l'ère chrétienne, en l'an 0,
il y a eu un effondrement démographique tel qu'il a fallu attendre 16 siècles, c'est-à-dire à peu près la Renaissance, pour que l'humanité, au moins en Occident, arrive à peu près au même nombre qu'au moment de l'Empire romain finissant. Oui. Et ça, c'est un trou dont on ne sait pas expliquer les causes et dont on ne sait pas très bien quelles sont les conséquences. Oui. Sur le concept de développement durable, je ne sais pas vraiment répondre. Je ne sais pas répondre parce que je ne comprends pas vraiment de quoi il s'agit. Et je ne comprends pas de quoi il s'agit. Je crois que c'est peut-être une bonne solution. Mais c'est un peu comme la démocratie, vous savez. C'est le pire des gouvernements à l'exception de tous les autres. C'est peut-être quelque chose que je comprends mal, mais c'est peut-être ce à quoi nous sommes condamnés. Mais je ne sais pas très bien quel est le contenu de cette affaire, parce que se développer sans changer, je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. Et qu'est-ce qui a duré dans l'histoire? Je ne sais pas ce qui dure, moi. J'ai même inventé un théorème spécial qui dit le dur ne dure pas, il n'y a que le doux qui dure. Oui. Et c'est pourtant vrai, c'est-à-dire tout ce qui est industriel, tout ce qui est etc., ça ne dure pas beaucoup, vous voyez. Mais les ouvrages de l'esprit, le terrain de Pythagore, il a la vie dure. Hein, et pourtant, c'est ni en acier ni en béton. C'était une distinction qu'on faisait de façon classique, le pouvoir spirituel, le pouvoir temporel. C'est vrai. Et j'aimerais dire que l'un est une tautologie et l'autre une contradiction. C'est-à-dire que le pouvoir temporel, c'est simplement répéter le pouvoir. Le pouvoir, c'est la force, c'est la gendarmerie, c'est l'armée, c'est l'épée, c'est les canons. Voilà. Oui, le pouvoir est temporel. Voilà. Temporel et pouvoir, c'est la même chose. Le pouvoir spirituel est tel que s'il y a spirituel, il n'y a pas pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, c'est une contradiction. Chaque fois qu'un pouvoir spirituel a pris le pouvoir temporel, il était finalement assez... Alors, qui va gagner là, puisque vous posez la question? Qui va gagner, hein? Moi, j'ai une réponse à cette question. Un certain Joseph Staline avait dit un jour, le Vatican, combien de divisions? Vous vous rappelez? Lui avait la bombe atomique et les divisions armées, et le Vatican était évidemment sans bombe atomique et sans armée. Et je vous pose la question, qui a gagné? Le Vatican est toujours là. Mais Joseph Staline, ça s'est vite dégonflé, avec tout le pouvoir temporel que ça a. On ne va pas dire paix à son âme. J'ai pas dit ça. Alors, comment il naît, le droit? C'est très intéressant comment il naît. Parce que on ne le sait pas et on le sait. On ne le sait pas parce qu'il n'y a sur la naissance du droit que des histoires où il se cache. Supposons qu'il n'y ait pas de droit. Alors qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que du non-droit, c'est-à-dire ce que j'appelle le terrorisme. Alors c'est du non-droit. Bien entendu, dans des endroits de non-droit, vont se réfugier tous les malandrins, tous les assassins, tous les violeurs, tous les gens de sac et de corde, qui vont se précipiter dans un lieu de non-droit parce que précisément, ils n'auront pas ni police, ni tribunaux. Et ils vont tous être là. Disons que c'est une forêt. Tu veux? On va dire que c'est une forêt. Cette forêt est un lieu de non-droit. Et c'est très difficile de traverser cette forêt parce qu'il y a des assassins, parce qu'il y a des voleurs, parce qu'il y a des cambrioleurs, parce qu'elle est infestée de gens abominables. Et donc on ne peut passer cette forêt que vraiment protégée par une armée, etc. Tu vois? Puis tout d'un coup, un type qui passait cette forêt s'aperçoit derrière les arbres, comme ça, une affaire curieuse, que ces salauds-là, que ces pirates-là, que ces voleurs-là sont en uniforme. Et ils sont habillés de vert, avec un capuchon vert. Une plume. Et qu'ils obéissent à quelqu'un qui s'appelle Robin des Bois. C'est la forêt de Charoud, évidemment. Oui, mais on peut raconter cette histoire, mais à la condition de comprendre ce que veut dire Robin des Bois. Et c'est très difficile à comprendre ce que ça veut dire Robin des Bois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des bois,
c'est-à-dire le lieu de non-droit, c'est-à-dire où se trouvent ces malandrins-là, mais Robin, ça veut dire celui qui porte la robe du magistrat. Et le droit est né. Le droit est né précisément dans cette histoire-là, du fait que le maximum de violence à un moment donné devient insupportable. Et il devient tellement insupportable qu'à un certain moment, on invente obligatoirement Robin des Bois. C'est-à-dire que dans le lieu de non-droit des Bois, on dit à quelqu'un, mais tu porteras la robe et ce sera toi l'arbitre. Et c'est la naissance de l'arbitrage. D'ailleurs, je parle là aussi de sport pour faire voir ce que c'est que l'arbitre. Et l'arbitre, c'est précisément l'homme qui est le représentant de la naissance du droit. Et c'est pour ça d'ailleurs, alors maintenant je me retourne et je dis que la solution serait une solution juridique, c'est-à-dire collective. Au fond, je ne crois pas complètement. Je ne crois pas complètement. Moi, je crois au pouvoir nouveau de l'individu. J'y crois vraiment beaucoup. Allez, je vais vous raconter que je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux d'une femme que je n'ai jamais vue d'ailleurs, mais je l'ai raconté déjà à Charles que j'étais amoureux d'une femme qui est belge, qui est de Liège. Je ne sais pas son âge, je crois qu'elle a 3 enfants. Je crois qu'elle est administrateur dans la mairie de Liège, je crois. Et l'été dernier, pas cet été-là, l'été de l'année d'avant, elle a fait un blog sur Internet en disant qu'elle en avait par-dessus la tête de ces luttes indéfinies entre les Wallons et les Flamands, et que tout ça s'était alimenté par des oppositions politiques artificielles. La preuve, c'est qu'elle, moi, Madame Huard, j'ai des brus flamandes et des gendres wallons, et que ça se passe très bien, etc. Bon, elle a fait une sorte de brûlot comme ça, et quand le blog a été fini, elle l'a replacé dans un site un peu plus voyant, et en 2 mois, elle a eu 500 000 personnes qui ont visité son blog. 500 000. Il y a chez Madame Huard une hirondelle qui sent quelque chose comme le printemps. Vous voyez. J'ai tendance à penser que si, par exemple, vous n'êtes pas contre... Vous trouvez que je ne sais plus quelle entreprise de pétrole a pollué les côtes de Bretagne, que je sache, vous pouvez faire quelque chose, puisque vous avez une carte de crédit, que je sache. Et vous pouvez très bien, pour faire le plein de votre voiture, aller ailleurs que lui qui a... Et du coup, votre carte de crédit devient un bulletin de vote, un vrai bulletin de vote. Et que vous pouvez amener vous pouvez vous venger de ce pollueur. Et il y a une manière de se connecter aujourd'hui qui forme un réseau virtuellement collectif et qui est un état nouveau de la collectivité possible. Voilà. Et cet état nouveau, pour le moment, n'est pas rentré dans la conceptualisation juridique ou philosophique, etc. Mais on sent qu'il se passe quelque chose là qui est politiquement, juridiquement et philosophiquement nouveau. C'est tout ce que je dis. Mais pourquoi ? Parce que la technologie permet aujourd'hui cette constitution-là. Merci. Oui.